Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons pour vous ce soir un des analystes ou chroniqueurs francophones les plus avisés sur les questions d'évolution de la politique, de l'économie de nos sociétés, journaliste et surtout universitaire. Francis Patindé est un afro-optimiste. En ce moment, il parcourt le continent pour encourager les médias, les journalistes à accompagner ce qu'il appelle la vitalité démocratique de notre continent. Comment cela se passe? C'est ce qu'il va nous dire dans ce numéro de l'entretien de Coloma. Bienvenue. Merci. Merci une fois encore de nous accepter chez vous. Notre invité est un ancien rédacteur en chef du journal Jeune Afrique. Aussi, il a été rédacteur en chef au Monde Afrique. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence à Sciences Po de Paris. Mais vous restez ce journaliste attaché au continent. Vous êtes franco-béninois avec la Guinée. 30 années quand même d'histoire. Absolument. Mon premier séjour en Guinée remonte à 1989. Vous voyez, c'était au temps de Lansana Conté. Et moi, j'ai eu le bonheur ces dernières années de sillonner la Guinée en voiture. Je connais Kissi-Dougou, Zérékoré, je connais Macenta, je connais tout le Fouta, c'est-à-dire Dalaba, Pita, Mamou, Labé et Forêt-Caria. Donc j'ai fait tout ça par la route. Et donc c'est un pays magnifique, c'est un pays tellement beau que c'est l'un des plus beaux d'Afrique. Il faudrait peut-être mettre un peu d'ordre, surtout à Conakry, et je pense que tout ira bien. Et vous continuez à suivre ce pays-là à travers les journaux, à travers la presse. Retour ici à Conakry, est-ce que quelque chose change pour vous? D'abord, je lis quasiment tous les jours la presse en ligne, la presse grâce au web et tout. Donc je prends la température de la Guinée au niveau culturel, au niveau social, mais surtout au niveau politique, parce que la plupart des sites guinéens sont très politiques. Ils sont même marqués. Chacun appartient à une obédience politique et tout, mais c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a eu une grande libéralisation de ce pays, parce que la première fois que je suis venu en Guinée, c'était des pays assez fermés. C'était hermétique, il n'y avait pas encore le pluralisme. Aujourd'hui, il y a quand même un pluralisme dans les médias, même dans l'opinion, les gens s'expriment beaucoup plus librement. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Francis Patindé, Jeune Afrique, Monde Afrique, mais vous n'avez pas complètement tourné la page. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence, je le disais en introduisant ce sujet. Mais pour avoir travaillé sur des questions de paix politique, de maintien de la paix en Afrique, dans beaucoup d'autres pays, avec les Nations Unies, aujourd'hui avec le PNUD, récemment c'était Madagascar. Aujourd'hui, vous entretenez vos collègues, vos confrères du continent sur les questions de paix, tout en leur disant qu'il y a une vitalité démocratique qui est en cours. Comment vous expliquez cela? Absolument, parce que d'abord, moi j'ai une passion de l'Afrique. Ma vraie passion, c'est l'Afrique. Deuxième chose, j'ai une passion de la démocratie et du pluralisme. Et contrairement à ce qui s'écrit, ce qui se dit, beaucoup de pays africains sont sur la bonne voie. Il y a des pays, et surtout toute l'Afrique de l'Ouest quasiment est en marche vers la démocratie. Il peut y avoir des petits retours en arrière, mais je pense que le tournant est pris. On va vers des pays pluralistes, avec des économies qui sont performantes. Beaucoup d'économies se développent en ce moment. On a des taux de croissance de 13% dans certains pays d'Afrique. Souvent affolant pour l'Occident. Affolant pour l'Occident qui a du mal à atteindre 1%, 3% de taux de croissance. Alors ce qui est intéressant, c'est cette dynamique qu'il faut suivre et ne pas se contenter du seul pays dont les élections ne marchent pas. Parce que je puis vous dire, droit dans les yeux, que sur 4 élections qui se déroulent aujourd'hui en Afrique, il y en a 3 qui marchent très bien. Malheureusement, on aime bien les trains qui arrivent en retard. Donc ce qui nous intéresse, c'est la seule élection en tant que journaliste, naturellement. Et ce qui intéresse les gens, c'est l'élection qui ne marche pas. Voilà. Est-ce que les journalistes africains doivent changer de prisme? Je pense qu'il ne faut pas voir le monde dans le prisme de son pays.
un journaliste guinéen doit voir l'environnement régional, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà, l'Afrique centrale. Il faut analyser son pays par rapport à la perspective régionale. Et ça, on ne le fait pas assez souvent, parce qu'on pense qu'on est seul, malheureux dans le monde et tout. Non, il y a beaucoup de pays qui sont malheureux, mais il y a beaucoup de pays qui peuvent inspirer les pays africains. Et moi, le pays... Et quand vous le dites, vous ne pensez pas à l'Occident. Pour vous, l'Afrique, aujourd'hui, peut inspirer l'Afrique. Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les référents, les exemples, les bons exemples, il faut qu'on les prenne sur notre continent. Vous savez qu'il y a un pays qui s'appelle le Cap-Vert. En 2001, il y a eu une élection dans ce pays. Les deux candidats finalistes sont arrivés à égalité parfaite, 50%, 50%. Et il y avait 12 malheureuses voix qui séparaient les deux finalistes. Et celui qui a perdu a reconnu sa défaite et a félicité celui qui a gagné. Vous imaginez que dans un pays occidental, on aurait fait ça? Vous faites la même chose en France ou dans des pays évolués, comme on dit, de Scandinavie, les gens vont contester l'élection. Au Cap-Vert, ça s'est passé comme ça. N'oubliez pas qu'au Kenya, il y a un juge, et les juges suprêmes ont invalidé l'élection de M. Uhuru Kenyatta. Ça, c'est quand même en Afrique que ça se passe. Dernier exemple que je peux vous donner, c'est Madagascar. Madagascar a beaucoup de problèmes, a beaucoup d'avatars, beaucoup de mots. Mais à Madagascar, le président de la République sortant, qui est candidat à sa réélection, doit quitter le palais présidentiel 2 mois avant l'élection. Il devient un citoyen ordinaire. La preuve est tellement faite que le dernier président de Madagascar, il a été battu au premier tour des élections. Il a eu 7% des voix. Parce qu'il a dû quitter le palais présidentiel, abandonner les avantages liés à la fonction et puis devenir citoyen ordinaire. Il a été battu aux élections. Vous enseignez ça dans vos classes de Sciences Po à Paris, cette évolution politique extraordinaire de l'Afrique? Justement, mes cours portent sur ça. Parce que moi, je ne veux pas enseigner un truc classique basé sur des idées reçues. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'interpeller mes étudiants. J'ai des étudiants français, américains, allemands, j'ai des scandinaves. Cette année, j'ai même une japonaise. Vous voyez, j'ai des étudiants j'ai des étudiants africains également. Mais ce que je leur, c'est une Afrique inédite, une Afrique paradoxale, une Afrique comme ils n'en entendent pas parler, ou ils ne peuvent pas lire dans les livres. Je leur apprends qu'en Afrique, il y a une dynamique, il y a une jeunesse qui est en train d'opérer des révolutions, il y a la jeunesse citoyenne, il y a la démocratie, il y a le multipartisme. Tout n'est pas parfait. Beaucoup de choses restent à faire, mais il y a aujourd'hui plus de pays libres, de pays libéraux, de pays pluralistes en Afrique qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous ne pouvez pas aller dans certains pays d'Afrique et parler librement. Vous ne pouviez pas éditer un journal, vous ne pouvez même pas avoir une radio libre, une télévision libre. Aujourd'hui, c'est le cas dans la quasi-totalité des pays africains. La démocratie en marche à vitesse V, ce qui ne vous empêche pas de temps en temps qu'on vous retire de vos classes. C'est le cas de la Guinée où vous êtes en ce moment-là, invité par la haute autorité de la communication pour un peu partager votre expérience journalistique avec vos confrères sur la responsabilité sociale des journalistes en période électorale, parce que c'est des périodes souvent agitées. Oui, absolument. D'abord, moi, je ne suis pas venu en Guinée pour former des journalistes. Je suis venu partager mon expérience avec les confrères et recevoir d'eux leur propre expérience. Parce que la plupart ont du métier, ils connaissent leur pays mieux que moi. Donc on est venu partager des expériences et je suis venu essayer de partager avec eux mon optimisme, mon afro-optimisme. Ça a marché, les échanges ont été d'un très très bon niveau, un excellent niveau, et maintenant il faut poursuivre le travail. Le journalisme, ce n'est pas un métier facile. Sinon, ça se saurait. C'est l'un des métiers les plus exigeants, les plus difficiles de la planète. Parce qu'on ne fait pas du journalisme à mi-temps. Il n'y a pas de vacances en journalisme. On fait du journalisme, comme les Anglais disent, full time. C'est tout le temps, 24 heures sur 24. Vous pouvez être en vacances au bout du monde. S'il y a un événement qui se passe, vous êtes lancé. Même si des fois, il y a des moments de friction. Il y a des moments de friction et tout. Et ce métier exige la rigueur. Et c'est un métier qui exige également beaucoup d'humilité, de modestie. On ne peut pas être journaliste si on n'est pas modeste, si on croit tout savoir.
Il faut questionner même nos propres savoirs. Il faut questionner ce qu'on croit savoir. Il faut questionner notre propre démarche dans la vie. Donc c'est un métier difficile. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut faire décoller un avion? Non. Est-ce que tout le monde peut opérer un malade? Non. Est-ce que tout le monde peut aller faire la guerre? Non. Donc, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Donc c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier de rigueur, c'est un métier où on partage, c'est un métier altruiste. Un métier de service public. Un métier de service public également, parce qu'on a besoin de journalisme libre, mais on a besoin de journalistes citoyens. Parce que notre métier, ce n'est pas de mettre le feu à la Guinée, ce n'est pas de mettre le feu au Mali, de mettre le feu à l'Afrique du Sud, c'est d'aider à construire des États. Et construire des États beaucoup plus libres qu'ils ne l'ont été par le passé. Et suivre les États dans leur évolution sans brusquer les étapes. Surtout, vous avez insisté avec vos confrères qu'il y a des moments où, oui, il n'y a pas de questions tabou. Il y a des moments de crispation de la vie politique. Dans beaucoup de pays, c'est le cas même en Guinée, où le débat, par exemple, sur la Constitution, faut-il y aller, non, votre point de vue? C'est d'avoir des débats. Les pays où il n'y a pas de débat, c'est des pays dictatoriaux, c'est les dictatures. Vous voyez, c'est normal, le débat est consubstantiel à la démocratie, au pluralisme. Il faut qu'on débatte de tout. Est-ce qu'on doit toucher à la Constitution? La Constitution, en fait, c'est pas comme la Bible, c'est pas comme la Torah, c'est pas comme le Coran. Et on peut toucher la Constitution pour aller du bien vers le mieux. Je vous donne un exemple. Si on ne pouvait pas toucher une constitution, il n'y aurait pas eu le 13e amendement aux États-Unis qui a permis d'abolir l'esclavage. Vous voyez, la constitution américaine, elle n'est pas gravée dans le marbre, on peut la retoucher. Mais il faut retoucher une constitution de manière consensuelle avec le plus grand nombre de gens. Il faut toucher une constitution pour aller du bien-être vers le mieux-être. Voilà ce qu'il faut faire pour faire avancer nos sociétés. Les sociétés ne sont pas figées. Vous savez, parfois on a fait des constitutions, on ne savait pas qu'il y aurait Internet, on ne savait pas qu'il y aurait la génétique, on ne savait pas qu'il y aurait les réseaux sociaux. Donc il faut adapter également nos constitutions par rapport à ce nouvel environnement international. Et le rôle du journaliste, c'est d'éclairer. Le journaliste est un éclaireur. C'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui éclaire, c'est quelqu'un qui forme, c'est quelqu'un qui informe, c'est quelqu'un qui questionne, c'est quelqu'un qui est parfois en avance sur son temps. Il faut accepter le débat. Le débat est normal. Le jour où il n'y aura plus de débat en Guinée, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Le jour où il n'y aura plus de débat au Bénin, et ça veut dire que la démocratie est enterrée. À l'issue de ce temps d'échange-là avec vos confrères guinéens, vous quittez sur quelle note le pays? Je pense que moi je suis optimiste. Donc je pense que la Guinée va vers la bonne direction. Tout n'est pas parfait, l'économie, il faut l'améliorer, le social, parce qu'il y a quand même un peu de pagaille, surtout dans les grandes villes comme Conakry. Il faut dans la circulation, il y a beaucoup d'embouteillages, il faut assainir aussi les rues, quand il pleut à Conakry, ça déborde, ça suinte de partout, c'est inacceptable. Il faut penser à la santé des gens. Parce que les plus pauvres doivent pouvoir se soigner, ils doivent pouvoir aller à l'école. Parce que c'est à eux. Vous savez, la population dans beaucoup de pays africains, les jeunes de moins de 25 ans font 65% de la population. C'est une bombe. C'est une bombe. Si on ne leur offre pas de perspective de travail, de formation et tout, ça va être une bombe sociale. C'est la vision partagée par le professeur Alpha Condé face à ses pairs africains. Absolument. Bon, sans personnaliser, c'est vrai que le président Alpha Condé a milité toute sa vie durant et c'est normal qu'il y ait des opposants en face de lui. S'il n'y avait pas d'opposants, mais lui ne serait pas élu parce qu'il a été longtemps opposant. Vous voyez, c'est normal. L'opposition fait partie du décor désormais. En Afrique, il faut qu'on comprenne une chose, il faut qu'il y ait l'opposition, il faut qu'il y ait le pouvoir. Maintenant, il faut faire de la politique de façon courtoise, de façon civilisée. Il faut des réformes, mais il faut le faire, si on peut, de façon consensuelle. Monsieur Francis Patindi, merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.